Alors, Raphaël et Mathieu ont fait une présentation très dynamique. Ça met un petit peu la pression. Mais je pense qu'on va réussir à tenir le sujet. L'avantage que l'on a maintenant, c'est que le sujet a été brillamment introduit. Et donc, ça va être facile de rentrer dans le vif. Donc, nous sommes... Ah, tu veux passer une petite slide ? Voilà, bah super. Donc, nous sommes réunis sur ce plateau pour la table ronde qui s'appelle Enjeux RSE, fundraisers et mécènes acteurs de la transformation du secteur culturel. Je suis Fanny Pelletier, j'ai été déjà présentée, donc je vais être en charge d'animer ou de modérer plutôt les propos sur ces enjeux passionnants. Donc l'articulation RSE mécénat comme enjeu prioritaire, comme l'a dit Raphaël, avec le 33%, il me semble, hein, c'est ça, 33 le chiffre, 33% des enjeux prioritaires pour les mécènes maintenant. Voilà. Donc ça va être le sujet de la table ronde, puisque bien évidemment enjeux environnementaux et sociétaux sont bien évidemment omniprésents dans nos relations avec les parties prenantes et se développent aussi au sein de nos propres structures. Au-delà de la question environnementale, la RSE touche de nombreux sujets, également la parité homme-femme dans nos gouvernances, l'accessibilité, l'inclusion, la question de l'éthique, qui encore une fois a été brillamment introduite avec des questions brûlantes, notamment de faut-il interdire ce que Télérama appelait dans son article une philanthropie toxique, je crois. Comment questionner notre propre éthique par rapport à nos pratiques de mécénat. Avec Noé et Elisa, que je vais présenter après cette petite intro, on va essayer de questionner l'ensemble de ces enjeux, d'essayer d'y répondre, alors pas avec des réponses qui vont être forcément toutes noires ou toutes blanches, hein, forcément ça fait débat. En tous les cas, l'idée c'est d'essayer de comprendre comment aujourd'hui le fundraiser s'empare de ces sujets, comment mécénat et RSE se conjuguent en faveur de l'impact social, comment on peut intégrer les stratégies de RSE, nos propres stratégies, celles des entreprises, à nos stratégies dites de développement du mécénat, et enfin comment tout ceci peut être un vecteur, un booster de transformation de nos propres organisations. Nous sommes donc en compagnie de Noé Robin, qui est donc chargé de développement à la Maison des Métallos. Noé, tu es, si tu me permets de te présenter, diplômé de sciences politiques. Tu as rejoint le projet Maison des Métallos en 2019, après être passé par le Centre Pompidou-Metz. En tant que chargé du développement à la Maison des Métallos, tu accompagnes la politique RSE de cet établissement politique de la ville, dirigé par Stéphanie Aubin, et tu développes toute la partie partenariat et programmation sur la thématique de la transition au sens large. On va y revenir. En 2021, en plus de tes fonctions actuelles, tu rejoins le conseil d'administration de l'association Arviva, qui œuvre pour la bifurcation écologique du spectacle vivant. Tout à fait. Tu nous présenteras plus en détail la Maison des Métallos, mais ce qu'on peut d'ores et déjà présenter en bref, c'est que la Maison des Métallos porte un projet, on va dire, éco-culturel, un projet de transition artistique, qui a deux enjeux majeurs: expérimenter une manière plus sobre et coopérative de diffuser les œuvres du spectacle vivant, et deuxième enjeu, faire de l'art et de la recherche artistique une ressource commune pour aborder les transitions à l'œuvre. C'est bien dense. On va voir comment politique de mécénat s'intègre ou s'articule ou se complémentarise dans tout ça. Elisa, vous êtes la directrice de la fondation Aesio Mutuelle, que l'on a nommée au préalable dans le cadre de la présentation de Mathieu et Raphaël. Si vous me permettez de vous présenter, vous êtes diplômée en droit et en gestion. Vous avez commencé votre carrière
dans le domaine de projets de collecte de fonds dans le champ du handicap mental au sein d'équipements d'établissements médico-sociaux mutualistes. Et ensuite, vous avez rejoint la fondation d'entreprise Adrea, qui s'est transformée en fondation d'entreprise Aesio en 2021, dont vous êtes aujourd'hui la directrice. La fondation Aesio a pour mission principale d'intervenir dans le domaine de la santé et particulièrement d'agir pour le bien-être mental des individus tout au long de votre vie. Et bien évidemment, on l'aura compris, vous êtes mécène du Palais de Tokyo dans le cadre du Cercle Art et Société et notamment plus spécifiquement du projet Hameau sur lequel on va revenir. Vous allez nous expliquer tout ça. Pour commencer nos sujets, peut-être on peut commencer par toi, Noé, si tu veux bien nous présenter le projet Maison des Métallos et donc du coup les enjeux, les piliers de votre projet via votre politique RSE et comment votre démarche de développement du mécénat s'inscrit pleinement au sens global du terme dans votre projet qui est porté par Stéphanie Aubin. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la Maison des Métallos, en effet, c'est un établissement culturel de la ville de Paris qui se trouve être dans un quartier politique de la ville, mais qui n'est pas un établissement politique de la ville. La Maison des Métallos, en soi, elle a eu la chance d'avoir justement une tutelle qui est la ville de Paris, qui a eu du nez, si je peux me permettre, de sélectionner le projet de Stéphanie Aubin dès 2018-2019 sur la question de la transition de modèle d'activité, autant en termes programmatiques qu'en termes de pratique. Ce qui est assez, j'ai eu la chance de rejoindre ce projet avec Stéphanie en 2019, juste avant le début du grand confinement qui a duré X temps. Ce qui s'est révélé très intéressant, c'est que la plupart des intuitions sur lesquelles Stéphanie Aubin avait basé son projet, c'est-à-dire expérimenter de nouvelles manières de programmer, de manière à faire bénéficier aux artistes davantage de temps long et de temps de recherche, favoriser le compagnonnage, faire en sorte que nous aussi, dans la culture, on puisse se mettre à jour dans nos pratiques et dans la capacité à ce qu'on puisse mener des politiques environnementales ambitieuses, puisse se mettre en œuvre. Et en fait, toutes ces intuitions, post les différentes crises dont on a entendu parler en introduction, en fait, se sont révélées assez justes. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est en retard. I want you to panic, comme citait très bien Mathieu Boncourt. Mais on a ce petit délai qui nous dit qu'on a encore la capacité de mener un certain nombre de choses. Donc j'ai rejoint sur des aspects de mécénat, puis progressivement de RSE, puis progressivement de programmation. Ces trois champs s'alimentant les uns les autres. Le projet de la Maison des Métallos, il est avant tout justement de repenser les modes de programmation. Donc plutôt que d'avoir une succession de spectacles à la Maison des Métallos, on incite à faire des sortes de résidences-expositions où les artistes vont avoir une proposition majeure et un ensemble de propositions mineures qui sont de l'action artistique variable en fonction des besoins du quartier, des besoins du public, le tout toujours en coopération. Conscient que cette prise de conscience artistique justement faisait qu'on avait besoin nous aussi de s'engager sur notre footprint, on a engagé tout un processus de labellisation que j'ai piloté lors de la dernière année. On est officiellement labellisé Lucie 26000 depuis juillet dernier. On va bientôt fêter nos 1 an. Et cette labellisation, justement, elle reprend le cœur artistique du projet et puis il va l'étendre au fur et à mesure dans les autres sphères. Donc sur l'aspect artistique, on est sur la question de la coopération. Sur l'aspect environnemental et footprint, on est sur l'aspect de la cohabitation. Sur l'aspect de lien avec nos parties prenantes, notamment nos fournisseurs et nos mécènes, on est sur l'aspect du co-développement. Et enfin, sur la question de nos publics, on est plutôt sur la question de faire communauté. Je vais essayer d'être plus court. Ou j'essaye de... Peut-être sur la labellisation, tu peux nous donner des précisions, notamment sur le fait que c'est une labellisation qui est plutôt dédiée au secteur privé à la base, et comment du coup ça t'aide toi dans ta démarche de mécénat ?
Voilà, parfait. Comme ça me permet de tout reboucler. L'idée de Stéphanie sur la question de la coopération, elle était aussi de partir du constat que une partie des institutions culturelles ne parlaient pas le même langage que les entreprises. Et que la RSE, justement, en plus d'engager vraiment une transition de nos pratiques, permettait aussi de recréer une culture commune avec ces entreprises et de pouvoir recommencer à discuter avec elles. Et c'est cette discussion, justement, qui était davantage vecteur d'une politique de mécénat ambitieuse, dans le sens où on pouvait avoir accès aussi à un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on partageait un certain nombre de valeurs, et derrière ça, nous permettre de sourcer et d'inventer, on va dire, une sorte de mécénat un peu plus innovant en termes de contrepartie, notamment via de l'ingénierie culturelle à destination des salariés, ce qui est encore un projet en cours. Et donc en fait, voilà, cette pratique de la RSE, cet engagement commun et mutuel, avec un développement aussi grâce à la ville de Paris sur des groupes RSE d'entreprises locales sur le quartier de la Maison des Métallos, ont permis justement de développer une nouvelle forme de mécénat davantage localisée, beaucoup plus on va dire, exigeant en termes de relations, mais en même temps beaucoup plus gratifiant dans les résultats qu'ils peuvent apporter, peut-être pas forcément toujours en financier, mais en tout cas en impact qu'on peut avoir. Aujourd'hui, vous avez une dizaine de mécènes, majoritairement des entreprises, et dans votre pratique de recherche du mécénat, vous recherchez plutôt du mécénat en local, du coup. On va aller sur certains biais au niveau des fondations, enfin on va dire des fondations et des grandes entreprises. Il y a la question aussi du choix des entreprises qui a été posée par Mathieu et auquel Raphaël a apporté un certain nombre d'éléments de réponse. On aura l'occasion peut-être d'y revenir sur la fin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, comme la Maison des Métallos a un héritage très particulier. Ça reste quand même le siège de l'Union fraternelle des métallurgistes de la CGT. Ça a toujours eu une vocation culturelle. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement un lieu de congrès, c'est là où un lieu pour les enfants du quartier, c'était aussi un lieu de care. Les métallurgistes de la CGT sont les premiers à mettre en place la clinique des Bluets avec les questions d'accouchement sans douleur. Donc nous, pour retourner un peu à cette essence du lieu, nous, c'était important de pouvoir vraiment mobiliser les acteurs qui sont autour, leur apprendre qui on était, et derrière ça, que eux nous apprennent quelles étaient leurs problématiques et comment on pouvait essayer d'y répondre. Est-ce que tu pourrais, Noé, nous peut-être prendre un exemple, un projet de mécénat phare qui aurait été mené et qui s'inscrit pleinement dans cette démarche RSE, et la démarche RSE de la Maison des Métallos, mais aussi celle de l'entreprise? On a eu, en effet, on a eu le cas de l'entreprise Nokia, alors qui était là justement sur la question de choix de l'entreprise. En discussion avec ma directrice, on était plutôt méfiants, ou tout du moins on a beaucoup hésité avec la question de Nokia comme entreprise. Mais derrière ça, on s'est plutôt focalisé sur le projet qui nous était proposé, et le projet était un mécénat de compétences pour nous aider à monter en fait l'ensemble de la politique environnementale et de partenariat et un peu de programmation. Et en fait d'accueillir une salariée de Nokia qui était justement en pré-retraite. Et donc pour nous, c'est fait un calcul assez simple et assez compliqué, qui est de dire bon bah voilà, Nokia est une entreprise avec une forte politique RSE. Pareil, on n'est pas capable de faire la police et d'être juge de ce qui est porté, mais de l'autre côté, il y a un véritable impact social, même si c'est très localisé au niveau d'une personne, de fournir une continuité de l'emploi et de permettre justement à ce que quelqu'un puisse arriver à la retraite sans encombre et sans période d'inactivité. Et le tout bénéficiant à la Maison des Métallos dans la structuration des différents projets que j'ai évoqués. Merci. Elisa, avant de peut-être rentrer davantage dans le sujet Palais de Tokyo, projet Hameau, peut-être en miroir ou en rebond à ce que Noé nous a présenté et en réponse à la question de est-ce que les entreprises finalement inscrivent leur mécénat dans leur politique RSE, est-ce que vous pourriez nous dire, vous, Fondation Aesio, Fondation d'entreprise Aesio, comment vous positionnez sur ce sujet, et est-ce que vos soutiens en mécénat s'inscrivent systématiquement ou pas dans la politique RSE du groupe? Merci pour cette question, merci à l'AFF pour l'invitation, et merci à Raphaël d'avoir très bien présenté tout à l'heure la Fondation Aesio, et à vous aussi. Alors,
la réponse, c'est pas toujours. Les entreprises n'inscrivent pas toujours leur politique de mécénat dans leur stratégie RSE, simplement parce que la stratégie RSE, elle est là, c'est une démarche plutôt endogène qui vise à identifier les effets que produit l'entreprise sur la société, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'on appelle les externalités, et à limiter les externalités négatives, renforcer les externalités positives. Donc cette démarche RSE, voilà, elle va vraiment permettre justement d'agir sur ces externalités. Et la politique de mécénat peut tout à fait s'inscrire dans cette démarche-là, dès lors que une entreprise va identifier un effet positif qu'elle produit et qu'elle va vouloir renforcer, elle va pouvoir identifier une structure associative ou autre qui va agir sur cet effet positif. Et voilà, la boucle sera bouclée. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, l'entreprise va vouloir finalement aller un petit peu au-delà de ces réflexions dans le cadre de sa démarche RSE et plutôt agir sur un phénomène de société qui va être un peu plus large que les réflexions qui vont se tenir dans le cadre de la politique RSE. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être le cas enfin, là où c'est encore plus complexe, c'est que souvent on entend par politique RSE et par politique mécénat, on les entend tous les deux comme l'engagement en fait de l'entreprise. Donc ça peut créer du flou pour l'externe. Certaines entreprises, elles sont de plus en plus nombreuses, sont dotées d'une direction engagement qui va rassembler au maximum et faire coïncider, et conjuguer en fait cette politique RSE, cette politique mécénat. Mais ça peut ne pas être le cas. Chez ISU Mutuel, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie RSE, elle est portée par une direction RSE. La stratégie de mécénat, elle est principalement portée par la fondation d'entreprise, donc effectivement que je dirige. Une fondation d'entreprise, c'est très proche de l'entreprise, mais c'est pas l'entreprise. Et donc, la fondation, elle a sa propre mission, sa propre démarche mécénat, bien sûr, mais sa propre démarche RSE, j'ai envie de dire aussi. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que fondation, on va chercher à identifier les effets qu'on produit sur la société, en l'occurrence principalement sur nos bénéficiaires, et on va chercher à limiter nos effets négatifs et à renforcer nos effets positifs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va, par exemple, typiquement, on parlait de l'impact du footprint. Nous, on va chercher, on a signé en fait le manifeste du climat qui a été porté par la coalition française des fondations pour le climat, qui va nous engager en fait à intégrer dès que c'est possible, dès que c'est pertinent, cette réflexion pour limiter notre empreinte carbone, par exemple. On a aussi identifié des effets négatifs sur le temps qui peut être demandé aux porteurs de projets qu'on soutient en termes de gestion du partenariat. C'est vrai que vous êtes là et vous êtes bien placé pour le savoir, pouvoir cultiver ces mécènes, et voilà, conserver une bonne relation de partenariat avec ces mécènes, ça prend du temps. Et nous, on essaye de conférer à ce temps-là aussi une dimension utile. On y reviendra, je pense, tout à l'heure, sur ce qu'on propose à nos partenaires, au-delà justement de l'apport en numéraire. Voilà, pour renforcer finalement nos effets positifs avec de l'apport en compétences, des échanges entre pairs. Par ailleurs, il y a aussi, ne serait-ce que la thématique qu'a choisie la Fondation AESIO, qui est d'agir sur le sujet de la santé mentale. C'est notre seule mission, mais c'est une mission qu'on considère vraiment comme un enjeu citoyen, comme un enjeu durable, qui est au carrefour en fait de plein de problématiques, éducation, culture. Et c'est aussi, en travaillant sur ce sujet, uniquement ce sujet, un moyen pour nous d'être un lieu d'échange, de rencontre, un écosystème presque, même si on est assez jeune, donc on va rester modeste. Mais voilà, pour faire se dialoguer ensemble des acteurs qui vont agir dans le champ de la santé mentale, mais qui peuvent être des acteurs culturels, comme le Palais de Tokyo, mais ce n'est pas le seul. C'est formidable, vous faites la transition. Bravo. Du coup, je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet du projet AMO, qui est porté par le Palais de Tokyo et donc le programme Palais Durable. Projet que vous soutenez depuis fin 2022. 2022, pardon. Ouh là là. Suite à l'appel à projet, peut-être je vais vous laisser en parler, ce sera plus judicieux. Vous pouvez nous présenter l'appel à projet et puis
comment le soutien au Palais de Tokyo, comment vous apportez une expertise et comment vous co-construisez via le soutien que vous apportez au Palais de Tokyo le projet Amo. Voilà. Ok. Oui, alors on est une fondation qui ne fonctionne que par appel à projet. D'ailleurs, ça a plein d'effets positifs, mais ça en a aussi quelques négatifs. Mais bon, on y reviendra plus tard. Mais c'est vrai que le fait qu'on ne fonctionne que par appel à projet, ça nous amène à sélectionner des projets qui agissent tous à leur manière, hein, mais en réponse à une problématique qu'on identifie dans le cadre de l'appel à projet. Donc cet appel à projet, il s'appelait Bien-être mental, et si on en parlait vraiment, et il visait à sensibiliser le grand public sur la santé mentale, sur les enjeux de bien-être mental, à lutter contre la stigmatisation de la souffrance psychique, contre les idées reçues en fait qu'on peut avoir toutes et tous sur la souffrance psychique. Le Palais de Tokyo nous a effectivement présenté en réponse à cet appel à projet le projet AMO, qui est, comme Raphaël le présentait tout à l'heure, hein, un espace de sensibilisation justement à l'impact positif, bien sûr, de l'art sur la santé mentale, qui est un espace aussi de rencontre autour de ce sujet-là et de médiation par l'art. Donc pour nous, voilà, c'était extrêmement intéressant aussi de travailler avec un acteur culturel sur ce sujet-là. Les administrateurs de la Fondation ont, dès l'identification de la mission de la Fondation, identifié que c'était donc un sujet extrêmement transverse qui allait nous permettre voilà, de travailler avec des acteurs du champ social, du champ de l'éducation, du champ de la culture. Donc c'est assez cohérent voilà, pour nous de pouvoir soutenir un acteur culturel tel que le Palais de Tokyo, surtout au travers de ce projet qui répond voilà, parfaitement à l'appel à projet dans le sens notamment de la sensibilisation du grand public donc sur ces questions-là. Donc il y a un apport numéraire, Raphaël le disait, et ça effectivement c'est le soutien financier qu'on propose aux lauréats de nos appels à projets, mais il y a aussi un apport opérationnel qui se traduit de différentes manières. Alors très rapidement, hein, là c'est vrai qu'on les soutient depuis fin 2022 et on est en avril 2023, donc on essaie de faire en sorte que les choses aillent assez vite. On propose en fait aux porteurs de projets qu'on soutient de bénéficier d'une formation, de plusieurs formations, mais là en tout cas on leur propose dès le début du lancement du partenariat de bénéficier d'une formation à la mesure d'impact social. C'est très important pour nous parce que on sait que de plus en plus de financeurs publics privés demandent aux associations, aux porteurs de projets en fait, de prouver leur impact. Sauf que c'est particulièrement coûteux. Alors d'un point de vue financier, de lancer une démarche comme celle-ci, mais aussi d'un point de vue en ressources humaines, tout simplement, parce qu'il faut avoir les ressources humaines formées, aptes effectivement à se lancer dans cette démarche-là. Donc, on a fait le choix de proposer une formation qui dure une journée, qui est proposée à l'ensemble des lauréats de nos appels à projets. Donc, c'est aussi un moyen de se retrouver ensemble rapidement après l'annonce des lauréats autour de cette même formation et de se rencontrer. Et après la formation, on leur propose en fait d'être accompagnés par une consultante qui va tout simplement leur proposer des ateliers de coaching pour lancer leurs propres mesures d'impact social. Mesures d'impact qui ne va pas forcément être restreinte au projet que nous soutenons, qui peut tout à fait être plus large. Je donne un exemple d'une association qui était en train de retravailler son projet associatif. Il était clair que l'impact qui allait être mesuré allait pouvoir servir à l'élaboration de ce projet associatif. Et donc, voilà. Donc on ne demande pas à ce que le projet qu'on soutient fasse l'objet de la mesure d'impact, ça peut être plus large. Et l'objet, en fait, de ces ateliers de coaching, c'est tout simplement de transmettre les compétences, d'internaliser les compétences et donc d'autonomiser le porteur de projet pour réaliser sa mesure d'impact, pour la suivre. Alors, ça sera forcément une mesure d'impact à minima, puisque forcément, c'est pas en 6 ateliers de coaching, alors c'est quand même assez conséquent et on l'a nous-mêmes expérimenté à la Fondation. C'est vrai qu'il faut vraiment avoir les ressources humaines adaptées parce que ça prend du temps, très clairement. Mais ensuite, effectivement, on va être en mesure d'identifier quels indicateurs, comment les nourrir, comment valoriser sa mesure d'impact. Parce que si on le fait faire par un consultant, souvent c'est compliqué de savoir quoi valoriser véritablement.
Donc ça, on le propose vraiment pour outiller le porteur de projet, pour faire en sorte de l'outiller aussi dans le cadre de ses futures ou de ses autres recherches de financement. Et c'est un peu paradoxal, enfin, c'est pas tout à fait paradoxal, mais nous-mêmes en tant que fondation AGO, on ne demande pas en fait aux porteurs de projet qu'on soutient cette mesure d'impact. Parce que voilà, on est vraiment dans une relation plutôt de confiance et on se suit de manière très régulière. On demande bien sûr des bilans, mais pas jusque-là. Maintenant, c'est sûr que beaucoup d'autres fondations, beaucoup d'autres entreprises demandent ça. Ça me permet de rebondir et de me rendre compte que j'ai oublié de préciser une chose en début de table ronde, c'est qu'on devait avoir également à nos côtés Bénédicte Hamon de The Sea Cleaners qui n'a pas pu venir. Et donc en vous écoutant, Elisa, je me remémorais notre visio où on a échangé avec vous deux et aussi Bénédicte, donc, qui malheureusement n'est pas avec nous. Et Bénédicte, donc, qui est responsable des relations avec les mécènes de l'association The Sea Cleaners, nous faisait part des attentes de plus en plus hautes des mécènes de The Sea Cleaners sur la notion de mesure d'impact. Et comme l'a très bien souligné Mathieu et Raphaël, et comme vous venez très bien d'en parler, effectivement, souvent, nous ne sommes pas outillés, nous, organismes culturels, tant en termes de moyens qu'en termes de compétences et qu'en termes de temps, pour mettre en place cette fameuse mesure d'impact. Et d'ailleurs, c'est un terme qui nous fait un peu peur, en fait. On ne sait pas trop ce que ça représente, mais ça revient de manière systématique et régulière dès qu'on parle de mécénat et de RSE. Bénédicte alertait lors de nos échanges sur les dérives de ces attentes. Elle nous a même dit que parfois ça dépassait un peu ce que même était possible potentiellement à même de pouvoir produire en termes de reporting. Et parfois, elle alertait aussi sur le fait que les entreprises qui souhaitent inscrire leur mécénat dans leur démarche RSE se calquent un peu sur la démarche RSE du porteur de projet. Elle a notamment dit une phrase qui m'a un peu marquée. Elle disait que le rapport d'activité de The Sea Cleaners devient leur propre rapport d'activité. Ils se calquent là-dessus et ils sont de plus en plus demandeurs. Ce qui est assez rassurant, Elisa, dans votre démarche avec la Fondation Asio, c'est que vous êtes plutôt en prévenance par rapport à ces dérives, puisque vous mettez en place un accompagnement sur le long terme, adaptable, flexible, puisque vous proposez donc une formation dans le cadre du Palais de Tokyo sur le sujet de la mesure d'impact, mais qui peut ne pas seulement être portée sur le projet AMO, si on a bien compris. Peut-être vous voulez repréciser un petit peu. Oui, parce que vous dites adaptable, et c'est ça, ça peut donc non seulement ne pas porter sur le projet qui est soutenu, mais au-delà de ça, ça peut tout simplement ne pas être mobilisé par le porteur de projet s'il ne le souhaite pas. Et ça peut, l'idée c'est qu'aussi le coaching soit individualisé, donc en fonction de l'état d'avancement du porteur de projet sur ce sujet-là. Certains ont déjà mené des mesures d'impact, et donc voilà, ont déjà un petit peu avancé sur le sujet, même s'ils veulent y retravailler. Donc c'est tout à fait possible de mobiliser seulement 1, 2, 3, 4 ateliers. L'idée étant de ne pas demander plus de temps que nécessaire, effectivement, aux porteurs de projets. Mais j'identifiais tout à l'heure, en termes d'externalités négatives, le fait qu'on sait que le fait d'être en partenariat avec des mécènes, c'est demandeur de temps. Donc, on essaye de limiter ce temps, même si, je disais, même tout à l'heure, on échange quand même régulièrement, etc. Donc c'est toute l'ambivalence, mais à côté de ça, on propose aussi, donc là encore, c'est tout à fait mobilisable ou non selon les besoins du porteur de projet, des échanges entre pairs, entre porteurs de projet, puisque, je le disais un peu tout à l'heure, comme on agit sur une thématique, on sait qu'on est un lieu d'échange aussi sur la santé mentale, qui est notre axe d'intervention, mais aussi on est un lieu de rencontre entre porteurs de projets qui peuvent rencontrer des difficultés similaires en termes de gouvernance, en termes de questionnement juridique, etc. Et alors, il y a d'autres espaces, on le sait bien, pour échanger, mais là, on essaye vraiment, au travers des échanges qu'on a réguliers avec les porteurs de projets, d'identifier les points communs. Exemple d'un échange qui a eu lieu hier sur une évolution, les opportunités ou pas de faire évoluer sa structure associative en créant une SASU pour héberger les activités lucratives et ne pas mettre en péril en fait l'activité de mécénat de l'association. Donc c'est aussi des choses qu'on propose pour accompagner en fait le porteur de projet dans ses activités.
Noé, peut-être tu veux réagir sur cette notion de mesure d'impact et sur les attentes des mécènes. Est-ce que toi, tu as eu des expériences positives, négatives Alors sur la question de la mesure d'impact, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler pas mal parce que sur un certain nombre de projets, on voit que c'est en augmentation. En tout cas, moi, je le vois dans ma pratique que je peux en faire. Par contre, en termes d'attente et de discussion avec les mécènes, on a eu la chance d'avoir plusieurs bonnes surprises, ou du moins se rentrer vraiment dans cette perspective de la coopération avec les mécènes. Alors, ça demande aussi que vous ayez des mécènes qui soient ouverts à ça, et justement, ça permet de produire un certain nombre de beaux projets. Je pense notamment à un directeur de fonds de dotation qui s'avérait être, il est toujours vivant, je vous rassure. Il a arrêté ses activités de mécénat toutefois. Qui s'avérait être l'ancien patron des patrons de la métallurgie. Ah bah super, j'allais te proposer de nous parler de ce projet. Très bien. Alors quand le patron des patrons de la métallurgie voit la maison des métallos débarquer sur son téléphone, sur ses mails, je ne vous cache pas qu'on a été reçu un tout petit peu froidement. Et en même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est jamais complètement lié aux chaînes du passé, par le travail, par la compréhension aussi de notre nouveau mode de programmation, des enjeux de coopération qui étaient les nôtres. On a vraiment réussi à co-construire un projet de mécénat, donc qui relevait essentiellement de son fonds de dotation, sur l'intégration de jeunes métallurgistes qui étaient à Tremblay en France, dans le centre de formation professionnelle de Tremblay en France, et de les accompagner sur tout un parcours de médiation. Autour de l'œuvre de Gwenaëlle Morin dans le cadre d'une programmation avec le Festival d'automne. Et alors on a essayé justement de travailler et de poursuivre, mais des facteurs, on va dire, exogènes ont contribué à ce qu'il termine son activité de mécénat. Et aujourd'hui, on est toujours en recherche pour continuer en fait cette perspective-là, qui était de se dire en fait la Maison des Métallos, depuis qu'elle est devenue un établissement public culturel de la ville de Paris, elle a arrêté de recevoir des métallos. Et c'est ça qui est un peu terrible aussi dans les axes de programmation qu'on peut avoir, en tout cas dans notre pratique artistique de tous les jours. Et je parlais de Tremblay en France parce que justement on est financé, on a une double tutelle, que ce soit le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et la ville de Paris. Après, on peut aussi s'amuser à surprendre les mécènes. Dans le cadre, pareil, d'un mois de programmation dédié au chorégraphe Daniel Larieux, on est allé voir la fondation Nature et Découverte. Et on leur a dit, voilà, Daniel Larieux, c'est un chorégraphe très haut niveau, diplômé, qui a eu toutes les certifications que le milieu pouvait lui octroyer, mais il est aussi formé en horticulture. Et en fait, dans le cadre de son projet à la Maison des Métallos, il a envie de nous aider à favoriser la biodiversité à la Maison des Métallos. Donc, il nous propose une danse végétalisée qui est en fait la végétalisation de notre allée. Alors, je ne vous cache pas que la Fondation Nature et Découverte était un peu pantois devant l'idée de se dire mais il est chorégraphe, il est reconnu pour ça, mais vous me demandez de financer son projet d'horticulture? Oui. Mais encore une fois, on a eu beaucoup de chance justement, pareil, par une pratique du dialogue, d'avancer justement, de vraiment produire cette éthique de la coopération qui permet de chacun se déporter. Je vois le temps qui file. Si on veut laisser la place à des questions, je pense qu'on peut peut-être clôturer cette table ronde par le sujet que je t'avais proposé, Noé, qui rejoint finalement l'éthique de nos relations que l'on mène dans le cadre du mécénat. Moi, ce que j'aimerais essayer de comprendre, c'est en quoi... via les projets que l'on mène avec les mécènes, en quoi les institutions culturelles ont aussi un rôle à jouer pour favoriser un mécénat plus vertueux et responsable. Et on a bien compris que ce n'était pas que simple d'aller dans ce sens-là, parce que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Et comme le disait Raphaël tout à l'heure, ou Mathieu, je ne sais plus, il est aussi difficile, nous, en tant que
que porteur de projet dans le secteur culturel, de se positionner en tant que police du bilan carbone ou, voilà, ou d'être juge de comportement ou de résultats des entreprises. Donc peut-être je te propose d'apporter des éléments de réponse. Et puis Elisa, bien évidemment, si vous voulez contribuer à la réponse, c'est avec plaisir. Oui, ça me fait penser à une petite anecdote aussi, parce qu'en tant que membre du conseil d'administration de l'association Arviva, on a eu aussi des problématiques de mécénat où je me suis un peu naturellement porté dessus, sur le financement d'une grande fondation, encore une fois d'un opérateur télécom, où du coup on s'est posé la question de est-ce que Arviva rentrait dans les aspects greenwashing de cet opérateur télécom, compte tenu de son activité de manière générale. Et y compris vis-à-vis d'une banque qui est aujourd'hui notre mécène, qui est la Fondation du Crédit Coop. Et on ne s'est pas positionné comme police, mais on a monté un comité éthique dans l'association Arviva pour essayer de trouver, en tout cas pour essayer de définir communément un cadre de réflexion qui nous a permis de statuer sur ces deux mécénats. Dans les faits, l'opérateur n'a pas été, on n'a pas souhaité être financé par l'opérateur, mais après une étude assez méticuleuse du bilan et des produits financiers de la Fondation du Crédit Coopératif, on a accepté son mécénat. Pour répondre peut-être plus précisément à ta question, moi je pense que les institutions ont plus qu'un rôle, mais un intérêt immédiat en fait à agir et à développer un mécénat, on va dire, pour la transition ou un mécénat de transition. Peut-être un petit rappel, mais avant que justement les institutions muséales et même culturelles de manière générale deviennent le lieu des actions symboliques contre l'inaction climatique, on a tous vu ces images de tableaux recouverts de peinture ou de soupe. C'était dès 2017 vraiment ces mêmes acteurs qui étaient pointés pour leur mécénat, notamment par des pétroliers ou notamment par des grosses entreprises pharmaceutiques, dont le film avec Nan Golding aujourd'hui ramène la question sur le devant de la scène. Donc la question derrière ça, c'est que et puis aussi on voit que régulièrement des partenariats entre des institutions culturelles et ce qu'on pourrait appeler des entreprises non vertueuses sont régulièrement dénoncées dans la presse, Airbnb pour ne citer qu'elle. Et ça pose un certain nombre de questions parce que il y a un problème aujourd'hui on va dire dans le secteur médiatique avec un nombre croissant de paniques morales qui sont justifiées ou non. Mais derrière ça, ça pose la question du rôle de l'institution culturelle dans sa capacité à agir symboliquement et à proposer aussi quelque chose symboliquement. Et pour revenir un peu c'est quelque chose qui a été introduit par Mathieu sur la question de le plus grand levier de changement que nous avons, nous, en tant qu'institution culturelle, c'est notre capacité à changer les paradigmes. Alors, changer les paradigmes au niveau de notre brain print, changer les paradigmes au niveau de notre footprint, et même de manière générale, voilà, dire et montrer comment est-ce que l'on peut s'engager. C'est un extrait de la théorie de Donella Meadows, qui avait été l'une des co-rapportrices du rapport un peu fondateur sur la question climatique. Donc pour moi, la question, c'est à quel moment, vis-à-vis des entreprises, on va dire non vertueuses, à quel moment les intérêts de financement culturel vont être dépassés par les intérêts posés par le financement du changement climatique ou les intérêts de comment est-ce qu'on fait pour s'adapter au changement climatique. Et à ce moment-là, on risque, en tant qu'institution culturelle, je pense, de rentrer sur une pente glissante. On a déjà été considéré comme non essentiel. Si aujourd'hui, même nos pratiques de financement ne permettent pas d'être vertueuses, il y a un risque qu'on se saborde, en fait, nous-mêmes, notre capacité symbolique d'agir. Et donc, pour moi, je ne ramènerai pas tant ça à une question de police ou à une question de contrôle, mais à une notion, alors pareil, Mathieu est extrêmement fort dans ses discours, parce que je me retrouve à citer un vieil homme dont il fait bon ton de ramener peut-être quelques idées, mais c'est la question du refus de parvenir. La question du refus de parvenir, c'est dire qu'on n'agit pas pour soi et aux fins de soi en tant que secteur culturel, mais qu'il faut qu'on agisse communément pour tracer un certain nombre de lignes rouges face aux enjeux qui sont positionnés par le changement climatique. Et donc très rapidement, ça pose 3 questions. Transitionner, expérimenter des nouveaux modèles de financement, mais aussi de programmation et aussi de fonctionnement. Expérimenter, parce que, et là-dessus, le chemin n'est pas tout rose. À la Maison des Métallos, on morfle. Ça fait des années qu'on morfle. Mais au moins, on sait qu'on propose quelque chose et on espère que ça sera repris par la suite. Et après se pose une question très politique, qui est la question du renoncement.
Et ça, tant qu'on n'arrive pas à se poser cette question-là, je pense que ça sera difficile d'engager un mécénat peut-être plus responsable, plus vertueux et puis plus éthique. Ça, je crois que c'est la table ronde d'après qui nous le dira. Elisa, peut-être vous voulez nous faire part en contrebalancement peut-être de votre vision des choses, puisque de manière très schématique, vous êtes de l'autre côté, vous êtes du côté du mécène. Est-ce que ces questions d'éthique qu'on se pose tous et qu'on se pose de plus en plus dans le secteur culturel en tant que porteur de projet qui néanmoins avons besoin du mécénat, puisqu'on a un fort besoin de ressources privées pour porter et financer nos projets, quelles questions ça pose vous de votre côté puisque vous êtes dans le secteur privé et comment vous abordez ces sujets d'éthique? Alors vous les abordez via l'accompagnement, via les échanges, etc. Mais peut-être que vous avez vous un avis à nous transmettre? Oui, alors merci Noé, parce que c'était vraiment extrêmement bien amené et problématisé. Non, je dirais que, en fait, entreprises, fondations, associations, porteurs de projets, de manière générale, on est tous acteurs citoyens et du coup, on a un rôle effectivement à jouer. On se disait tout à l'heure qu'on était une partie, que vous étiez et qu'on était une partie du problème, mais aussi, on est aussi une partie de la solution, hein, très, voilà, assez naïvement, mais bon, je pense qu'on en est tous ici convaincus. Et du coup, ça nous amène à pouvoir de plus en plus parler le même langage, c'est-à-dire que le terme RSE, il est quand même vraiment jeune, mécénat aussi, mais RSE davantage, et du coup, ce sont des notions, des compréhensions qui évoluent aussi rapidement. C'était 20%, je crois, des acteurs du champ culturel qui savent définir ce que c'est que la RSE. Donc 28, je crois. 28. Bon, alors c'est bien mieux. Non, mais je pense que voilà, ça évolue et dès lors qu'on parle le même langage, y a du sens à trouver dans les partenariats et c'est là aussi où il y a des synergies qui se font entre enjeux RSE et mécénat. Après, dans les entreprises, certaines entreprises, je disais tout à l'heure pas toutes, mais bien sûr certaines font coïncider leur stratégie RSE et leur stratégie mécénat. Souvent, un bon indicateur, ça peut être dans leur rapport extra-financier, ceux qui mettent le mécénat, ceux qui valorisent le mécénat dans le rapport extra-financier, souvent c'est qu'ils le font coïncider. Ça peut être aussi une bonne façon d'identifier comment approcher un mécène, une entreprise sur ces sujets-là, que mettre en avant. Mais bien entendu, une structure qui a réfléchi à ces enjeux-là et qui sait les valoriser dans le cadre d'échanges avec un mécène, souvent il y aura un dialogue qui va pouvoir se créer parce que l'entreprise elle-même se questionne sur ces mêmes points et c'est toujours plus intéressant d'avancer ensemble. Ça fait partie des critères de sélection dans les projets que vous soutenez? Ça fait partie concrètement de ça ou comment vous... Ça ne fait pas partie des critères de sélection. On a déjà une liste de critères d'éligibilité longue comme le bras. Mais bien sûr, on regarde ces aspects-là et c'est souvent des choses qui émergent lors des échanges, en fait, tout simplement, lors des rencontres. C'est vrai que je parlais tout à l'heure des effets négatifs des appels à projets. Clairement, c'est qu'on reçoit des dossiers, que pendant un temps, il n'y a pas beaucoup d'échanges humains. Mais sur ces aspects-là, effectivement, on se rattrape lors des échanges où on apprend à connaître une entité, des hommes et des femmes qui sont derrière cette entité qui la font vivre et ça permet de donner un vrai sens au partenariat. Super. J'ai l'impression qu'on tient pas mal le timing, ce qui est quand même de l'ordre du miracle. Il est 15h51, vous avez 9 minutes pour des questions. Et il y a un micro qui circule, génial. Bon, par contre, ne soyez pas timide. Alors, j'étais ravie qu'on aborde les sujets d'impact et de voir ce mécénat vertueux et cet accompagnement de vos porteurs de projets sur ces sujets. C'est vrai qu'il y a énormément de débats autour de cette notion d'impact. Ce coaching ou cette approche que vous avez choisie, est-ce que c'est vraiment des logiques d'impact ou d'évaluation? Parce que je pense qu'on met derrière les mots pas forcément tous la même chose. Quelle est l'approche que vous avez choisie pour vos porteurs de projets? Merci pour cette question. Alors,
Comme je le disais, c'est très variable et individualisé en fait selon les besoins et les capacités du porteur de projet. Donc il y a souvent, on passe d'abord par une phase de mesure de la performance, c'est-à-dire de l'atteinte des objectifs qui ont été fixés dans le cadre, j'allais dire du partenariat, mais non, ça peut être plus large, hein, comme je le disais. Voilà, mesure de la satisfaction, voilà. Donc ça, tout ça, effectivement, c'est plutôt de l'ordre de l'évaluation. Et après, il y a l'étape d'après, si je puis dire, c'est plutôt l'impact, c'est d'aller mesurer en fait les transitions, les transformations sur le public cible. Et c'est souvent bien plus compliqué à faire. Donc là, l'idée, effectivement, c'est déjà d'informer et de former en fait les personnes qui bénéficient du coaching sur ces enjeux-là et de pouvoir intégrer ces réflexions-là dans le cadre de questionnaires qui vont pouvoir être passés, qui vont pouvoir être analysés et résultats qui vont pouvoir être valorisés ensuite. Ça reste à minima, je le disais tout à l'heure, parce que on n'a pas, enfin souvent ces structures et nous-mêmes d'ailleurs on fonctionne avec des outils gratuits justement de passation de questionnaires, d'analyse. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer. Néanmoins, déjà la démarche de réfléchir à sa théorie du changement, quels sont les changements qu'on veut observer, aux indicateurs qu'on va pouvoir mesurer, c'est déjà un premier pas en fait dans la mesure d'impact. Et après, ça peut amener aussi à aller plus loin et à travailler avec une structure qui va accompagner de A à Z l'élaboration de mesures d'impact bien plus poussées, avec des cohortes voilà, bien plus importantes qui seront interrogées. Mais ça, on ne peut pas le faire seul. Donc voilà, nous, on propose un accompagnement sur ce qu'on peut faire seul. Et c'est déjà beaucoup parce que souvent, ça répond déjà en partie aux exigences des financeurs. Bonjour, je suis Nina Tchernichko, je suis la responsable du mécénat des particuliers à la Philharmonie de Paris. Merci pour ces réflexions très intéressantes. Et justement, ma question porte plutôt sur les mécènes individuels. On voit bien comment on peut impliquer des mécènes entreprises à ces réflexions très transversales, notamment à travers le mécénat de compétences. Donc je trouve que la réflexion est peut-être encore un peu plus embryonnaire au niveau du mécénat des individuels. Est-ce que vous avez déjà des échos d'institutions qui font des choses dans ce sens-là? Est-ce que, par exemple, Noé à la Maison des Métallos, il y a déjà des choses qui existent dans ce domaine-là Voilà, merci. Merci pour votre question. Alors au niveau, on a fait le choix, sauf pour les questions de billets suspendus et de billets solidaires, en fait, c'est la seule partie en fait qu'on pourrait considérer comme mécénat individuel. Nous, on va plutôt porter la question au niveau de dynamique des publics et de place des publics dans l'institution, en ouvrant des cercles de réflexion et de coprogrammation, on va dire. En tout cas, pour l'instant, c'est encore à l'état embryonnaire, mais l'idée, c'est qu'on a un forum et un vivier. Le forum étant là pour traiter des questions un peu plus, on va dire, transverses, typiquement l'accessibilité. Dans le cadre de notre politique d'accessibilité qui se focalise justement sur la question du handicap en perspective des Jeux paralympiques, en tout cas d'une potentielle Olympiade une paralympiade culturelle, pardon, qu'on essaye un peu de mettre en place et de pousser justement via nos réseaux avec le Papotin, avec l'espace éthique Île-de-France. Voilà, c'est plutôt cette place-là qu'on va donner. Alors après, si on l'associe à une dynamique de mécénat de particulier, est-ce qu'un ticket de mécénat particulier pourrait permettrait justement à certains de vos mécènes particuliers d'influer sur une politique ou sur certains sujets? Je ne suis pas persuadé que ça soit très pertinent, mais je pense qu'en effet, la question mérite de se creuser, justement. Je pense que ce serait un merveilleux sujet d'expérimentation à la Philharmonie de Paris. Car on est effectivement à l'état embryonnaire de ce questionnement au niveau du mécénat individuel.
Pardon Yael, je voulais arrêter. Bonjour, je m'appelle Livio Galuccio, je m'occupe des partenariats à l'UNESCO. Je voulais vous remercier pour vous m'entendez? Oui, pardon. Je voulais vous remercier donc pour votre présentation. Et juste pour apporter, pour réagir sur cette question de mesures d'impact, chez nous, les partenariats et les programmes font partie de la même division, qui s'appelle division pour la programmation stratégique. Donc les collègues qui s'occupent de partenariats comme moi et ceux qui s'occupent de la programmation vraiment travaillent en tandem. Et ça, c'est lié au fait que la moitié de notre financement, c'est des financements, ce qu'on appelle extra-budgétaires, donc volontaires de nos États membres, mais qui constitue le 90% de notre source de financement, mais pour les 10% restants, donc qui est couvert par le secteur privé, donc les entreprises et les fondations, c'est quelque chose qui nous revient très utile dans cette binôme qu'on fait avec les collègues des programmes, parce que effectivement tous nos programmes sont vraiment axés sur ces mesures d'impact, comment pouvoir les justifier et les argumenter. Donc vraiment, c'est un travail qu'aux Nations Unies, on fait depuis un certain nombre d'années, mais ça ne nous empêche pas de se retrouver face à des attentes, effectivement, de la part de certains partenaires qui sont largement disproportionnés par rapport à l'apport financier qui peut être injecté dans tel ou tel projet. Donc, je voulais juste apporter cette information par rapport à notre façon de travailler au sein du système des Nations Unies. Merci. Peut-être une petite réaction, parce que c'est sûr que, il y a parfois, j'entends très bien des réactions, des attentes disproportionnées. Et je pense que le fait de pouvoir former vraiment les équipes assez largement et le fait de les mettre, qu'il y ait des compétences qui soient internes, permet de réagir en fait à ces demandes qui peuvent être disproportionnées en connaissance de cause, en disant voilà, nous on peut faire ça, mais voici nos limites. Au-delà, il va falloir qu'on se fasse accompagner et du coup, il va falloir qu'on ait un budget dédié en fait à cette mesure d'impact. Mais souvent, ce sont des choses que les porteurs de projets sont pas encore tout à fait en mesure de faire parce qu'il n'y a pas forcément une bonne connaissance de ce sujet-là et de tout ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Merci Livio pour cette dernière question. Un grand merci Fanny pour cette animation et Noé et Elisa pour vos témoignages. Alors si vous êtes intéressés... Si vous êtes intéressé par ces sujets d'impact, on va dédier le prochain dossier de notre magazine Fundraising à ce sujet. Je suis immergée dedans parce que c'est très complexe. Un élément important, c'est effectivement, il y a des demandes disproportionnées, mais la question, c'est de voir ce qu'il y a dedans pour vous, what's in it for you, et dans une logique d'amélioration constante, et pas pour céder à l'injonction des mécènes ou des bailleurs institutionnels qui ont des référentiels précis dans lesquels vous pouvez ne pas vous retrouver. Donc, merci en tout cas pour ce que vous faites. C'est vraiment des bonnes pratiques que d'accompagner vos porteurs de projets de cette façon. Et voilà, encore merci pour vos témoignages.